Quel bonheur de vous retrouver à la Fondation Vuitton. Nous sommes sur la terrasse et c'est un nouveau numéro de 300 millions de critiques qui se prépare. Toute l'actualité culturelle francophone et nous sommes avec Jean-Paul Clavry qui est le conseiller spécial de Bernard Arnault au cœur de cette fondation. Il ne faut pas oublier, Jean-Paul Clavry, qu'il y a à l'intérieur un auditorium avec des œuvres extraordinaires d'Ellsworth Kelly, car il y a ici non seulement des tableaux, des sculptures, mais beaucoup de musique. Oui, la volonté, c'est que l'activité de la Fondation touche toutes les formes de création, et la musique en particulier, qui est une des passions de Bernard Arnault et de Franck Gehry. Ouais. Qui lui est mélomane et qui a construit à Los Angeles un auditorium fantastique. Oui, le Walt Disney Hall, qui est une des meilleures salles de concert au monde. Et bon, nous n'avions pas la même ambition, mais enfin, l'auditorium de la Fondation, qui peut rassembler 400 personnes, publiques, reçoit en effet toute une programmation de musiciens du monde entier, 120 concerts depuis l'ouverture de la Fondation. Et très divers, parce qu'au départ, on s'est dit, comme Bernard Arnault est un passionné, il est pianiste de musique classique, donc c'était tout à fait logique de voir Lang Lang, Evgeny Kissine, mais en même temps de voir débarquer Kanye West ou Kraftwerk, c'était quand même assez inattendu. Oui, c'est très différent, avec également du ballet, le Riche, enfin bon, il y a une programmation très pluridisciplinaire et voilà. Et cette année, la saison qui s'ouvre verra une quarantaine de concerts présentés à la Fondation. Donc beaucoup de concerts sont dédiés à la jeune génération, par exemple de pianistes, mais aussi à des masterclass. Donc le travail de découverte des nouveaux talents est un des éléments clés de la programmation de l'auditorium. C'est une des rares salles de concert qui débouche sur une cascade qui a été voulue et qui débouche aussi, puisqu'il y a une transparence, vers la rénovation du musée des arts et traditions populaires, qui sera aussi rénové par Franck Gehry et avec des petits-fils ou un des enfants de l'architecte fondateur. Le petit-fils de Jean Dubuisson, qui a construit les ATP à la demande d'André Malraux. Eh bien, son petit-fils a travaillé 5 ans avec Franck Gehry après son diplôme d'architecture. Et donc, ils forment un tandem, je dirais, de rêve. Et c'est Franck Gehry et Thomas Dubuisson qui rénovent, à la demande de Bernard Arnault, les ATP, qui ne s'appelleront plus les arts et traditions populaires, mais la maison LVMH, art, talent, patrimoine. Quand vous avez démarré cette aventure, on l'évoquait dans une précédente émission en 2001, est-ce que vous vous rendiez compte que c'était possible, enfin, que tout ce qui a été fait était possible et obtienne un tel écho? Écoutez, on ne pouvait pas savoir comment tout ça serait reçu et comment, en particulier, le public se comporterait dans un endroit un peu éloigné. Justement, la situation au sein du Bois de Boulogne pouvait être vue comme un handicap. Eh bien, c'est un atout considérable, c'est-à-dire qu'on vient à la Fondation, on y passe beaucoup de temps et le public, je crois, prend ici un plaisir, s'évade en quelque sorte, alors que nous sommes dans Paris. Eh bien, c'est un voyage initiatique tout à fait remarquable pour l'architecture, pour la musique, pour l'art, pour l'émotion. Voilà, et donc des expositions qui sont prévues. Le MoMA prochainement et peut-être Jean-Michel Basquiat, donc dans les mois qui viennent. Merci Jean-Paul Clavry donc de nous avoir accueillis. Voici le sommaire de cette émission de 300 millions de critiques. Le nouveau livre de Daniel Rondeau, Mécanique du chaos, sera le sujet de notre premier débat du jour. Et après la littérature, il sera question de cinéma avec le redoutable nouveau film de l'oscarisé Michel Hazanavicius qui s'attaque à un géant du cinéma francophone, Jean-Luc Godard. Le monde de la musique électro et des DJ est-il macho? Ce sera l'interro du jour, y compris pour les garçons de l'émission. En tout cas, il y a seulement 10% de femmes et elles sont complètement absentes du top 10 des DJ les mieux payés du monde. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Et quel bonheur de vous retrouver donc sur cette magnifique terrasse avec un petit peu de vent, mais après tout, c'est le bonheur de la nature qui accompagne souvent le bonheur de la culture. Nous sommes avec Alain Gerlache de la RTBF. Mon cher Alain, bonjour. Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde, que vous connaissez. Bonjour, mon cher Yves. Bonjour. Nous sommes aussi avec Estelle Martin, ma partenaire, donc, qui travaille aussi pour TV5 Monde. Mathieu Dugal. Bonjour, Estelle. Bonjour, vous êtes magnifique.
Mathieu Dugal de Radio-Canada et donc Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Bonjour à tous les 5. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet pour prolonger un petit peu l'émission de la semaine dernière sur la rentrée littéraire. Et nous allons parler donc du nouveau livre de Daniel Rondeau qui est très attendu, qui s'appelle Mécanique du chaos. C'est un roman qui est paru aux éditions Grasset. Daniel Rondeau est un personnage inouï, c'est un ancien gauchiste maoïste qui a travaillé en usine et qui a été aussi donc récemment ambassadeur de France donc à Malte. Il a écrit des livres assez passionnant sur des villes comme Tanger, Istanbul et Alexandrie. Et comme romancier, il a toujours eu comme ambition d'essayer un jour d'écrire le roman total, celui qui permettrait de voir une société entière. Eh bien, c'est l'objectif, évidemment, de cette mécanique du chaos, de tenter le roman total. Je dis bien de le tenter. Qui veut pitcher le livre Allez, Estelle. Voilà, non. Ça va pas être simple. Oui, vous préférez. Alors. Moi, je peux pitcher Daniel Rondeau, que je connais bien depuis des années Libération. Son livre remarquable sur Tanger, vous l'avez mentionné, Guillaume. Et effectivement, là, il tente à la Balzac ou à la Tom Wolfe, pour parler d'un écrivain plus contemporain, d'écrire le roman global de son époque. Et alors, global, cette histoire l'est, puisqu'elle nous amène de La Marsa, où nous étions à Tunis au printemps dernier. Tripoli, La Valette, Genève, la Sorbonne, Paris. L'Irak, etc. Donc, on fait le tour du monde, en tous les cas méditerranéen. On est là, en tous les cas, au cœur de tous les conflits de la planète que nous subissons quotidiennement aujourd'hui. Et donc, il y est question de toutes les thématiques culturelles, politiques, religieuses, affairistes, évidemment, puisque derrière, souvent, toutes ces tensions, en fait, c'est le monde de l'argent, le monde de tous les types de trafic et de tous les types d'influence. C'est fait avec talent. Alors, c'est un beau pavé. Ça se lit très vite. On est accroché par l'histoire. J'aurais précisé sur le plan formel que c'est découpé un petit peu comme vous vous souvenez de la série 24 heures, c'est découpé en courts chapitres qui se passent dans des lieux différents. Alors, vous pouvez faire une cure avec un policier, par exemple, à Dinard, et vous retrouvez à Tripoli, à la limite des champs de bataille, ou alors dans des conversations qui sont des conversations. Donc, c'est un thriller. C'est fabriqué comme un thriller, mais les personnages, peu à peu, prennent une chair, une existence qui donne à ce roman quelque chose d'un peu moins mécanique que le titre ne pourrait les laisser supposer. Et le grand sujet, c'est quand même le terrorisme et son financement. Exactement, parce que c'est vrai que c'est un roman choral avec des personnages. C'est là où je trouve que c'est tout le talent de Daniel Rondeau, c'est vraiment d'installer des personnages et après de leur donner de l'épaisseur, que ce soit Harry, que ce soit Bruno, le flic, que ce soit Grimaud, parce qu'au centre de l'histoire, il y a cet archéologue. Un archéologue, oui. Qui se retrouve un peu pris comme ça, parce qu'on vient le voir, parce qu'il y a vraiment, il est en prise avec l'actualité, il était ambassadeur, c'est pas pour rien. On essaye d'exfiltrer des pièces d'antiquité d'Irak, et on lui demande son aide, et d'un coup, il va se retrouver dans... Moi, je pense plutôt à John le Carré, vraiment, c'est un roman un peu d'espionnage, et aussi en prise avec les attentats de Paris, puisqu'on assiste à quoi? On assiste effectivement à la montée du salafisme. Exactement. Et alors, aussi bien... C'est quand même... Et pardon, Estelle, c'est un peu plus littéraire que John le Carré. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt au niveau de l'intrigue où c'est vrai que 24 heures, je trouve que c'est assez juste parce que vraiment, on est pris dans cette espèce d'histoire. On ne sait pas où il nous mène. Ou plutôt le regard, et on est embarqué. Et il dit que tout a commencé avec Habiba, une jeune réfugiée somalienne, je crois. Oui, elle est pas somalienne. Parce que lui, même quand il était ambassadeur à Malte, il a sauvé des réfugiés. Enfin, il a participé justement au sauvetage de gens d'Érythréens et de Somaliens qui traversent la Méditerranée. Il a rencontré cette Habiba qui est le coup d'envoi de l'histoire, mais après ça nous emmène à travers le monde et effectivement ça nous pose la question du financement du terrorisme aujourd'hui islamique, puisque on va suivre un couple assez étonnant. C'est vraiment, je trouve qu'il nous surprend toujours, c'est là où il est excellent, Daniel Rondeau. Voilà, le roman polyphonique d'un personnage, je le disais tout à l'heure, qui est un ancien maoïste et qui maintenant promène, comment peut-on dire, son profil de médaille et d'ambassadeur. On dirait une sorte, dandy. Presque une sorte de Romain Gary contemporain. Vous en avez pensé quoi, mon cher Mathieu? En fait, un peu comme vous tous, c'est vraiment un roman qui est haletant et je dirais même plus dans la situation actuelle où on est très...
de par la nature des médias, on est toujours en réaction dans l'actualité à des histoires, des attentats qu'on a de la misère à placer sur le temps long. Et il fait vraiment une référence, évidemment, dans son titre, à la théorie du chaos en mathématiques, une théorie qui s'intéresse au comportement des systèmes en mouvement. Et donc, ce qu'on voit dans ce livre-là... Il a été inventé par un mathématicien américain qui s'appelle Lorentz dans les années 60 et qui travaillait, l'un des premiers à travailler avec un énorme ordinateur. Ouais, et donc, il y a de la mathématique et il y a de l'histoire aussi, parce que, un peu comme Braudel disait, que pour capter le temps long, l'histoire a besoin de ralentissement. Eh bien, on a l'impression que Rondeau, dans ce roman-là, fait vraiment œuvre de... En fait, il ralentit l'actualité, il ralentit l'histoire et il nous permet de capter quelque chose qui... autrement, fait pas de sens. Parce il y a des attentats en Irak, il y a des Coptes qui se font dézinguer au Caire, il y a ces réfugiés-là dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Et donc, ce roman-là permet de prendre la mesure de ces systèmes dynamiques-là et c'est extrêmement bien raconté. C'est vraiment un maître du récit et il n'est pas très connu au Québec. J'étais étonné de voir sa bibliographie et pour les gens qui connaissent bien un maître du genre au Québec, moi, j'aurais le goût de vous dire, si vous aimez notamment Jean-Jacques Pelletier, qui est notre romancier qui pourrait ressembler à Daniel Rondeau, si vous avez aimé les grandes sagas de Jean-Jacques Pelletier, dans ce livre-là, dans Mécanique du chaos, on est exactement dans le même genre de récit, de cette espèce de rares auteurs qui sont capables de prendre la mesure des relations entre des points dans l'espace qui n'ont pas l'air reliés entre eux. Et c'est là une de ses très, très grandes qualités. Et évidemment, du point de vue romanesque, les personnages ne sont pas simplement des personnages qui interviennent dans la mécanique, mais par exemple, le policier, au cours de son enquête, est quitté par son épouse. Vous trouverez, par exemple, à Tripoli, des personnages féminins qui sont des personnages de journalistes ambigus qui ont des relations sentimentales ou sexuelles avec... on parle à un moment notamment de Kadhafi. Donc on sent très bien que Rondeau, l'ambassadeur, l'homme qui a beaucoup voyagé dans le monde, a rencontré ces personnages qu'il a mis en scène et qui sont très très proches de la vérité. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez ressenti ? Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur le plateau. C'est aussi mon ressenti par rapport à ce livre. La seule chose que je pourrais peut-être rajouter, ou le seul bémol que je mettrais à ce livre, outre toutes les qualités qui ont été dites, et je mettrais même ma main à couper que tôt ou tard, c'est un livre qui pourrait être adapté d'ailleurs comme série télévisée, parce qu'il en a tous les ingrédients. Ça ressemble un peu au Bureau des légendes aussi, ça parlait tout à l'heure. Oui, vraiment. Puis ça peut vraiment être filmé, je trouve, mis en série télévisée. Le bémol pour moi, c'est que je trouve que Rondeau, dans ce bouquin-là, explique extrêmement bien comment... on va dire, la petite criminalité, certains milieux financiers, certains milieux politiques, par réalisme ou par couardise, se mettent ensemble et permettent l'apparition de la grande criminalité qui va permettre le terrorisme qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, le terrorisme, tel qu'on nous l'explique, avec notamment la montée de l'extrémisme islamique, c'est de dire que voilà, il y a une idéologie là derrière. Or, dans le livre, l'idéologie, le fondement de l'idéologie, on ne l'a jamais. On entend qu'il y a, entre guillemets, pour reprendre ce qui est expliqué dans le livre de la part de Rondeau, des barbus quelque part qui commencent à avoir de plus en plus d'influence, notamment dans les banlieues. Mais on va dire le premier chapitre... une scène de tabassage d'un jeune élève... qui est terrifiante au départ, absolument. Qui est un très bon élève et qui se fait tabasser justement parce qu'il est un bon élève. Par les salafistes. Oui. C'est ça. Mais hormis cela, on a les petits criminels ou ceux qui vendent de la drogue ou ceux qui font des petits casses et qui, par opportunisme, semble-t-il, plus que par idéologie véritablement politique, se rallient à ce mouvement-là parce qu'ils sentent bien que c'est là où se trouve le pouvoir et puis le financement. Mais on n'a jamais dans le livre, on n'a jamais l'élément de départ, c'est-à-dire véritablement l'idéologie de départ et comment elle réussit à contaminer les premières personnes du réseau qui vont ensuite agir plus loin. Mais cela dit, c'est que il y a un aspect désenchanté qui est bien expliqué parce que le Turc, le fils du général turc, dit de toute façon, nous, à un moment donné, il fallait se battre contre un tel et la génération d'après, on se bat contre l'autre. Et peu importe, c'est pas grave. À la limite, la religion n'est pas importante. C'est ça. Mais néanmoins, alors je suis d'accord avec ça, mais néanmoins, il cite quand même quelque part qu'il y a des éléments qui sont en amont, mais ceux-là, on n'explique pas leur fonctionnement. Mais c'est peut-être pas l'essentiel. Ça nous manque, parce que finalement, ça nous manque. L'idéologie
pédagogie ne fait pas de la bonne littérature. Non, mais ça nous manque à tous, cette explication-là, ou cette tentative d'explication, parce qu'on est tous confrontés à travers le quotidien, au travers des lectures comme celle-ci, aux résultats, à ce qu'on voit, aux attentats, à cette montée-là, mais on n'a jamais vraiment l'élément de départ. Et par contre, ce qu'il fait vraiment très bien, c'est d'expliquer comment le déséquilibre social dans lequel vivent les délaissés aujourd'hui est leur équilibre à eux, et comment ils souhaitent justement essaimer ce déséquilibre à notre société, parce que c'est ça qui leur permet de fonctionner. La parole à notre ami Gerlache. Il faut dire que sur ce qui se passe aujourd'hui... C'est un très bon livre, par ça. Dans l'espace francophone, il y a des explications qui sont très différentes. Gilles Kepel met tout sur l'idée que c'est les salafistes qui ont embrasé le monde. Vous avez des gens qui considèrent que c'est la délinquance, c'est un peu la thèse de Rondeau qui est à l'origine de tout. C'est-à-dire une certaine forme de déstabilisation des États qui aboutit à un chaos total, d'où la mécanique du haut. C'est une autre explication. Vous avez l'explication, par exemple, qui fut celle de Yann Moix, qui est un peu repris par Elila Slimani, la prix Goncourt de l'année dernière, qui est sur la misère sexuelle du monde arabe. Donc chacun défend une hypothèse de fond qui peut être tout à fait différente, celle de Rondeau étant probablement celle d'un type qui, comme ambassadeur sur le front, parce que c'est ça quand même, a son explication à lui, en tout cas son intime conviction. Alain Gerlache. Mais c'est justement ça qui me frappe. Moi, j'ai rarement vu un livre dont le titre est aussi bien choisi, parce que Mécanique du chaos, ça dit tout. Et la mécanique, c'est ce jeu de force, ces rouages, ces enchaînements qui arrivent en plus au chaos. Mais je trouve que c'est ça qui est manifeste dans ce livre, c'est justement cet enchaînement qui ne correspond peut-être pas à une idéologie qui est expliquée, mais où il y a véritablement une mécanique. Alors moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est que manifestement, ça aide d'avoir été journaliste et diplomate quand on veut écrire ce livre. Hein. Ça, manifestement, il a là un petit coup de pouce parce qu'il parle de choses qu'il a vues, connues, et ça se sent évidemment, ne serait-ce que dans les descriptions des lieux. Manifestement, on est dedans avec lui. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que vous faisiez allusion à 24 heures. Moi, je pense à une autre série qui s'appelle Sense8 sur Netflix, où on se trouve aussi dans différents endroits du monde, apparemment dans quelque chose qui est complètement éclaté, et pour autant, il y a quand même là aussi une mécanique. C'est pas un perdreau de l'année, hein, Rondeau. Et pourtant, là, il réussit quelque chose d'extrêmement actuel dans la structuration même de son livre. Et ça, je trouve que... Est-ce que vous trouvez que stylistiquement, le livre est à la hauteur du projet? Totalement. Et je trouve que... Oui, et que la structure dit le fond. Donc là, on est vraiment dans la logique même de cette mécanique qu'il décrit et qui mène au chaos. Je le montre. Vous rajoutez un petit mot chacun. Allez-y. Il y a une vraie écriture. Pour parler de style, je trouve qu'il y a un vrai style, il y a une vraie écriture et qui accompagne cela, mais sans que ce soit... Alors, c'est pas pédant. Enfin, ça va avec la volonté ou l'ambition du roman, avec un souffle littéraire supplémentaire, on va dire, qu'un simple roman policier ou un simple roman... Achetez-le ou volez-le, mais lisez-le. Voilà. Et puis ça se lit alors très vite. Même si le livre a l'air épais, ça se lit très vite et très bien. Le nouveau Daniel Rondeau fait parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Le journaliste français Gilles Brochard prend son petit déjeuner en lisant Mécanique du chaos. Pourquoi pas? Il a raison de prendre son petit déjeuner et de lire en même temps. Attention à la tâche. Le compte Twitter et la page Facebook de l'émission sont là pour accueillir tous vos commentaires et réactions aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Lancement maintenant d'un deuxième sujet qui s'appelle Le Redoutable. Il s'agit du nouveau film qui sort sur les écrans dans l'ensemble de la francophonie, donc de Michel Hazanavicius. Donc vous savez, réalisateur oscarisé donc pour The Artist, qui s'attaque à un géant du cinéma francophone, Jean-Luc Godard. Le film a été présenté au Festival de Cannes. Je vous propose de regarder la bande-annonce et d'en parler ensuite. Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marion Nou? Oui, mon amour. Marion Nou. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous avez pas peur que ça dégénère? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance, là. Fasciste de merde, salope! Pardon, monsieur Godard, allez-y. Je vous avais pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te pondrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Il faut inventer un vrai cinéma politique. Faut que vous fassiez les films avec Belmondo. Il est bon, lui. Il est marrant, en plus. Bon, bah voilà, je vais pas engager Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire indien. Aujourd'hui,
Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une peau de révolutionnaire. J'en peux plus de ce con. Je ne sais pas bien à quel moment j'ai perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi? Peu importe finalement. Parce qu'ainsi va la vie, à bord du Redoutable. Si c'est une fille, on l'appellera Josette. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai toujours rêvé d'être le père de Josette. Voilà, la carrière d'Azanavicius a toujours été celle du second degré. On se souvient de ses adaptations d'OSS 117 qui ont fait évidemment hurler de rire. Cette fois-ci, il s'intéresse évidemment à un mythe absolu du cinéma, donc Jean-Luc Godard. Mais il faut dire qu'à l'origine de tout ça, il y a 2 livres d'Anne Biazinski, qui a été donc la compagne de Godard avant les événements de 68 et pendant les événements de 68, et que d'une certaine manière, Le Redoutable est une adaptation très fidèle du roman et non pas une projection d'Azanavicius sur Godard, qui est suisse et qui, d'une certaine manière, vous appartient. Quel honneur, merci. Nous n'avons pas d'industrie du cinéma, mais nous avons Godard. Non, rendons à César ce qui est à César. Godard est franco-suisse, donc il a passé sa jeunesse en Suisse. Il a été au collège en Suisse, mais ses parents sont français. Son père était médecin et il s'est retrouvé à travailler dans une clinique entre Lausanne et Genève. Et c'est comme ça que Godard a passé sa jeunesse. Sur le lac. Désormais, il vit effectivement à Rolle, qui est entre Lausanne et Genève, toujours sur place. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce film? Parce il a été beaucoup commenté pendant le Festival de Cannes. Disons, pour simplifier, qu'une grande partie de la critique cinéphilique parle d'une sorte d'attentat, parce qu'on ne touche pas à Godard, et que beaucoup de gens qui ont un rapport moins religieux au cinéma considèrent que c'est une réussite absolue, parce que ça me donne de Godard un portrait qui est un portrait moins officiel que ce que veut bien dire ou écrire la critique cinéphilique. Votre point de vue? Alors moi, j'aurais tendance à me ranger dans la deuxième catégorie, parce que voilà, je suis un cinéphile très amateur, je connais un peu Godard, mais pas si bien que ça, et surtout la partie plutôt qui a précédé 1968. Et le film d'Azanavicius et les livres de sa compagne témoignent bien de ce moment charnière en mai 68 et 67, lorsqu'après l'insuccès de La Chinoise, il s'est complètement remis en question. Il a décidé de faire un cinéma qui était complètement différent du Mépris de Pierrot le Fou, d'À bout de souffle et autres, qui avaient fait sa réussite. Le groupe Dziga Vertov. Exactement. Par la suite, c'est ce qu'il a fait. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un petit personnellement, et on est un certain nombre à avoir un peu plus de peine, en tout cas avec ce cinéma qui a suivi 1968. Après, dans les années 80, il est revenu vers quelque chose qui était un tout petit peu plus peut-être compréhensible et qui lui a permis à nouveau d'occuper une place importante. Il a même tourné avec la regrettée Mireille Darc, Week-end. Et avec Johnny Hallyday. Oui, il a fait voilà, des films absolument très connus. Alors maintenant, ce qui m'a frappé dans le film d'Azanavicius, Le Redoutable, c'est que c'est un film qui est un petit peu à 2 rythmes, mais c'est comme s'il avait 2 parties. C'est-à-dire qu'on a les 3/4 du film où on est dans quelque chose d'un peu irrévérencieux, mais qui est drôle, qui est léger, qui est savoureux. Ouais, et puis en même temps qu'il le justifie en disant qu'à cette époque-là, et c'est ce que disait sa compagne dans ses bouquins, c'était Godard, ce qu'on a un petit peu de peine à croire quand on le connaît plutôt sur le tard, pouvait être quelqu'un de blagueur, de comique, de drôle, de spirituel, d'enlevé. Et donc, il y a des gars récurrents comme ses lunettes qui se cassent, et il tombe régulièrement quand il est pourchassé par la CRS, il casse ses lunettes 3 ou 4 fois dans le film. Ouais, c'est relativement drôle, c'est même très drôle, pas relativement drôle, et on regarde ça avec un certain sourire. Alors, je peux comprendre que les tenants, on va dire, d'un sérieux de Godard voient ça en voyant un petit peu le mythe qui se déboule en prenant Godard pas très au sérieux, en le mettant dans des situations un peu ridicules, mais c'est assez savoureux. Et par contre, la dernière partie du film, elle devient franchement grave, parce que tout d'un coup, Godard est tellement perdu dans la révolution qui est la sienne, c'est-à-dire que alors, il y a eu le Godard d'avant 68 avec les films dont on a parlé, puis ensuite, lui, il veut aller vers autre chose, mais il ne sait pas quoi, donc il remet en question, il réfléchit, il veut faire sa propre révolution à tel point qu'il en oublie son couple. Et c'est ce qui amènera bien la séparation avec sa femme à ce moment-là. Et le film devient vraiment grave durant le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes. Et c'est très étonnant de passer de ce côté léger, loufoque, drôle, à quelque chose qui devient extrêmement sérieux et presque lourd sur la fin et qui nous fait ressortir avec un sentiment assez mitigé, presque un certain malaise. Et sur le personnage, parce qu'on découvre que derrière, pour simplifier l'intellectuel de gauche, il peut y avoir aussi une sorte de macho jaloux. Totalement. Totalement. Ce qui, évidemment, là encore, est en train de... C'est un grand coup de massue sur la statue... Mathieu. Il apparaît très humain dans ce film, en tout cas. Ouais. Très humain. Mais moi, je dois dire, c'est un film qui m'a beaucoup déçu et en fait,
Vous êtes un tenant de Godard. Ben, en fait, non pas parce que je veux défendre Godard à tout craint. C'est pas c'est pas un cinéaste que... Bon, la période des années 60 est très intéressante. C'est quelqu'un qui s'est perdu un peu par la suite, mais j'ai pas lu les romans desquels sont issus ce film-là. Et moi, sachant que, justement, ça venait d'une femme qui a pris le parti... Qui a vécu avec lui jour après jour pendant... Et qui a écrit, et qui a écrit là-dessus. Et de voir comment ce film-là traite le personnage féminin je veux dire, le personnage féminin, il est diaphane. La femme, elle n'a pas d'épaisseur, elle n'a pas de profondeur. Et donc, celle qui devrait avoir cette espèce de regard à la fois amoureux, mais déçu, on n'y croit pas à ce personnage féminin-là. Alors, c'est quand même paradoxal de voir que le film procède des romans. vient de ces romans-là. Hein. Et le personnage féminin est... Elle a 19 ans. Alors, juste une chose. Elle est écrasée par le personnage de Godard. Oui, mais on ne sent pas la complexité du personnage. Non, mais c'est ça qu'explique Anne Wiazemski dans ses 2 livres, qui sont des romans, en fait, c'est des témoignages. Hein. Elle explique justement ça. C'est qu'elle est très jeune et qu'elle est complètement écrasée par ce type-là. Et puis, elle ajoute, comme Guillaume le disait très très bien, que l'échec de toutes les grandes théories révolutionnaires, ça a été l'incapacité du partage des tâches ménagères. Hein. C'est bien ça ce qu'elle explique. Hein. Et qu'elle n'a pas le droit de penser par elle-même. D'ailleurs, dans tout le film, dès qu'elle essaie de dire un peu quelque chose, Godard lui dit « Enfin, écoute, t'es gentil, t'es une fille, celui qui pense et celui qui sait, c'est moi. » Oui, et puis je suis ton mari quand même. Ton mari, alors ça, il le répète assez souvent. Évidemment. Mais en même temps... Mathieu, vous étiez pas né, vous, en 68. Non, j'étais pas né. Eh bien, l'explication est là. Ouais. Le monde a changé. Continue. J'aime bien Beethoven, par ailleurs. Je peux comprendre Beethoven. Comment? Mais, Alors, vas-y, termine. mais en terminant, il faut dire que ce qui est intéressant, c'est que Godard, on sent quand même un Godard, et d'un point de vue pédagogique, là, le film est intéressant. Ouais. Parce qu'on sent un Godard qui veut brûler les ponts avec ce qu'il a déjà fait. Plusieurs artistes ont voulu faire ça dans leur carrière. On pense à Miles Davis, qui brûlait les ponts presque après chaque album. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment un cinéaste qui veut se mettre en danger. Et d'ailleurs, à la fin de l'année 68, il était au Québec pour présider au début d'une aventure qu'on a appelée les télés communautaires. Et donc, il était en Abitibi-Témiscamingue, dans une région minière du nord du Québec. Et son but, c'était de donner des caméras à presque tous les habitants pour qu'ils filment leur quotidien. Alors ça, on sent ce côté militant-là dans le film du gars qui dit non, on ne doit pas parler du monde d'aujourd'hui avec des mécaniques d'hier. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue pédagogique, mais d'un point de vue Avancer vers l'inconnu, comme dirait le metteur en scène, l'architecte de l'endroit où nous sommes. Mais c'est mal traité. Mais c'est mal traité. Je voudrais ajouter un petit point de vue, non pas de réflexion, mais informatif. Elle a écrit 2 livres. Un qui montre le Godard classique, le grand artiste démiurge qui révolutionne le cinéma, la nouvelle vague avec Truffaut-Chabrol. Et après, quand ce monde-là devient politisé, où il devient, j'allais presque dire, comme ça a été le cas pour John Lennon, c'est-à-dire qu'il devient une sorte d'archétype de l'engagement politique. C'est quand même un type qui a proposé aux Palestiniens de tourner des films. Enfin, l'époque devient dingue. Et c'est ça qu'elle raconte aussi. Donc, plus personne ne s'appartient. L'idéologie prend le pas sur tout le reste. Voilà. Et il n'est plus un artiste, il devient un idéologue et un militant. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un autre personnage dans ce film, c'est quand même mai 68. Hein. Oui. Ce sera le c'est pour ça que le 50e deuxième livre s'appelle Un an après. L'année prochaine, eh bien, on a déjà un film ici qui célèbre cet anniversaire par quand même une sorte de désengage en règle, parce que finalement, ça paraît être une révolution de pacotille. Enfin, c'est vrai aussi que les révolutions, soit elles deviennent des massacres, soit elles deviennent des farces. Et en l'occurrence, ici, on voit bien que mai 68, en tout cas au plan idéologique, marxiste, etc., était véritablement une farce. Et c'est extrêmement présent, et je trouve ça extrêmement bien rendu. Je ne suis pas certain que tout le monde serait d'accord avec vous. Le but n'est pas de donner un point de vue, mais de donner... Bon, c'était l'intervention de notre chroniqueur de droite. Par rapport à mai 68, pas par rapport au film, par rapport à mai 68. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on sait bien que Michel Hazanavicius, c'est un passionné de cinéma. Il a commencé avec La Classe américaine, il adore les pastiches, c'est ce qu'il a fait avec SS 117. 10 artistes qui lui a valu l'Oscar, c'était quand même un hommage au cinéma muet qui allait devenir parlant. Et là, on sent quand même, alors même s'il se moque de Godard, et je tiens à souligner la prestation de Louis Garrel, qui est mais très gentiment, il est passionné, on voit qu'il connaît son Godard sur le bout des doigts. C'est génial. Non, mais si on avait le droit de rire à Cannes,
Ouais. C'est interdit. Mais non, pas toujours. Si, c'est interdit de rire à Cannes. Donc tout le monde à Cannes est sorti en faisant des mines épouvantables, alors que, voilà, moi je me suis bidonné pendant tout le film. Ouais. C'est exceptionnel, c'est remarquablement bien filmé. Ça restitue, Alain, comme vous le disiez, très remarquablement et justement, mai 68, qui n'a jamais été filmé comme ça. Exactement, totalement. Le casse-gueule du monde de s'attaquer à une idole mondiale. Et après, il y a plein de clins d'œil qui sont très drôles. Mais il s'est fait avec tendresse. Et Louis Garrel, il est exceptionnel. Il aurait dû, voilà, il aurait dû être le meilleur comédien de Cannes cette année. Et dans son rôle, justement, de Hans Jasemski, donc de... Je ne sais pas si c'est effacé, mais c'est écrasé. En tous les cas, Stacy Martin, qui jouait dans manifestement cette femme-là de la sensibilité, Lars von Trier, on ne le sent elle pas est dans remarquable. Ah non, elle est remarquable. C'est un peu, voilà, ce qu'on peut dire. Mais ce n'est jamais méchant. Je crois que ce film n'est jamais méchant. Non, jamais. Il peut être dévastateur, mais il n'est jamais méchant. Quant au mélange de l'humour, du rire, du drame, Shakespeare faisait déjà ça à l'époque. Et il y a plein de gens qui n'aimaient pas et qui disaient que c'était mal fait. C'est un film pédagogiquement réussi. Mais ce n'est pas un film pédagogique. Il passe à côté de la Non, ce n'est pas un et film parfois, il y a pédagogique. l'univers graphique. Parce que vous ne l'avez pas vécu. Voilà. Il reprend les doublages de la classe américaine. Il y a quand même des idées, des trouvailles de cinéastes, de cinéphiles. Il y a plein de clins d'œil. Voilà, et même le prendre Moki, qui est en réaction, qui est présenté comme un vieux con réac. Vous appelez ça des clins d'œil, moi j'appelle ça des clichés. Je ne sais pas si vous connaissez Romain Goupil. C'est vrai qu'après, il y a plein de clins d'œil au cinéma, au cinéma de Godard. La bataille qui a lieu actuellement est exactement la bataille qui a eu lieu à la sortie du film, donc à Cannes, et qui était d'ailleurs probablement... Mais Mathieu n'a pas été, comme moi, un ado-marxiste à l'époque. C'est ça la différence. Non, il l'est aujourd'hui. Oui. Et moi, je ne le suis plus, je le confesse. C'est la moustache. En tout cas, pas ado. Je rappellerai, parce que nous aimons les livres et qu'on en a parlé aussi, je crois que c'était à la rentrée précédente, quand Laurent Binet, l'année dernière, à propos d'un livre qui s'appelait, je crois, La réinvention du langage, s'est attaqué à Roland Barthes, à Michel Foucault, et qu'il a donc montré, avec évidemment la dimension de Laurent Binet, qui n'est pas celle de Barthes et de Foucault, mais l'aspect farcesque que pouvait avoir justement une partie de cette idéologie des années 60, il est évident que tous ceux qui se sentent comme les enfants ou les héritiers de ce monde-là sont partis en guerre contre Laurent Binet en considérant que... Mais il y avait plus de maestria dans le roman de Binet que dans ce film-là. Binet maîtrise beaucoup plus son sujet qu'à Cassavetes. Barthes, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les dialogues de fin du film de Zanavicius. Voilà. La scène entre la chambre et la salle de bain, c'est... voilà. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de relire les deux livres. Oui. Le premier qui raconte sa rencontre avec Godard, bien évidemment, et la vie qu'elle entame avec lui. Et le deuxième, donc un an après, qui La grande différence, c'est que dans les livres, il n'y a pas Louis Garrel. Voilà. Il y a pas mais les livres sont vraiment formidables. Oui, tout à fait. Formidables. Il a été très juste avec les livres. Moi, je trouve qu'effectivement, il rend très bien ses livres et qu'on se rend compte de qui était le Godard intime. Moi, je ne le connaissais pas, le Godard intime. C'est vrai qu'il est très, quand même, assez mystérieux. Et c'est vrai que relire ses livres, c'est vraiment voilà. le découvrir. Surtout qu'il apparaît comme... il est ridicule dans ce film. Oui. C'est ce qui a beaucoup choqué les gens, c'est évidemment transformé. Mais pas seulement, je trouve effectivement il est ridicule, mais on sent qu'il est partagé entre le fait de vouloir faire du cinéma, de vouloir être un rebelle, de vouloir être intègre. On sent ça quand même. Il n'y a pas que le côté ridicule. Enfin moi je sais pas, j'ai trouvé qu'on le sentait quand même. Une belle fiche Wikipédia. Un film qui appelle à la réaction sur les réseaux sociaux, comme celle de Matt, qui a tweeté avec enthousiasme. Le redoutable est hilarant, intelligent, cinéphile, métapolitique, parodique, admirateur et dézingueur du mythe Godard. Juste brillant. Pour réagir, évidemment, le compte Twitter de l'émission, notre page Facebook, qui sont à vos dispositions, aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Pour réagir, merci. Yves, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Avant notre dernier débat, nous retrouvons notre traditionnel tour du monde de l'actualité francophone avec le Zap que voici. Attends. Rebecca, je te rappelle après, avec Mohamed, il est en train de faire un teaser. Qu'est-ce que c'est, toi? J'en ai marre de voir les mêmes acteurs qui sont calibrés, qui ont les mêmes corps, qui jouent de la même façon, sur les mêmes plateaux. Les vrais acteurs, moi, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de rire, ils rient. Le Redoutable, c'est le titre de ce film. Vous avez pas peur que ça dégénère? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance, là. Fasciste de merde, Cette musique a été née à Cuba parce que il y a eu des Africains qui ont été déportés. Quand j'entends les tambours dans la salsa, moi j'entends les rythmes traditionnels de chez moi.
pas quelque chose de si réfléchi que ça. C'est assez spontané. Je reviens parfois sur des dessins, mais je peux pas dire que ça suit un état d'esprit, que je suis hanté, par exemple, par l'érotisme ou quoi. C'est beaucoup plus abandonné que ça, quoi. La vie est belle, c'est le premier titre issu du nouvel album d'Indochine. Écrit par Nicolas Sirkis et Mickey 3D, la chanson raconte une vie humaine de la naissance à la mort. À Tanger, la mythique librairie des Colonnes est devenue propriété de Pierre Berger il y a 6 ans. Et sur la porte ce matin, un mot aussi simple et discret que lui, annonçant son décès. Pierre Berger a longtemps vécu dans l'ombre. Celle d'Yves Saint-Laurent d'abord, son compagnon de 50 ans. Mais celle aussi de François Mitterrand, son modèle en politique. Bien vite, la nouvelle se répand de chaque côté de la frontière, et voilà que le débat sur l'utilité du mur reprend de plus belle. L'idée même que les gens se posent des questions, je n'ai pas les réponses, mais j'écoute les réponses des autres et je m'intéresse à ce que ça provoque chez les gens. Mohamed quoi? Mohamed Medine. Et Mohamed avec un seul M, s'il vous plaît. C'est écrire Mohamed à force. Et vous n'avez pas peur de lui donner un prénom pareil avec tout ce qui se passe en ce moment? Au-delà du cliché, les photographes ont cherché à travers îles et continents le lieu, la scène, la pose pour incarner le paradis fiscal. Comme ici, au 57e étage d'un gratte-ciel asiatique. Là, ce qu'on voit, c'est un monsieur qui flotte devant le district financier de Singapour, qui est bien sûr un paradis fiscal. Et flotter, c'est un peu une métaphore de ce que c'est un paradis fiscal. On peut y voir cette installation évoquant le drame des migrants en Méditerranée. Une œuvre oppressante qui transforme le visiteur en noyé. T'as peur de la vérité? Mais c'est de ta faute tout ça! Mais je sais que c'est de ma faute! Dis non! On se prépare pour lancer le film en Belgique. Le premier mondial à Venise, première américaine à Toronto. J'ai découvert ici un terrain riche d'inspiration et riche de découvrir des choses de moi-même, la joie de vivre. Et quelque chose d'important, et ça c'est tellement présent ici à Québec. Dernier sujet de ce 300 millions de critiques, une interrogation, le monde de la musique électro et des DJ est-il totalement macho? En tout cas, il y a simplement 10% ou seulement, malheureusement, 10% de femmes qui exercent ce métier au plus haut niveau. Les DJs sont complètement absentes du récent classement des DJ les mieux payés de la planète. La francophonie est-elle ou non dans cette triste moyenne? Nous allons en parler, bien évidemment, juste après quelques images de cette francophone qui s'en sort plutôt bien, qui s'appelle Charlotte de Witt. Voilà, Alain Gerlache, elle vient de chez vous, Charlotte? En effet, Charlotte de Witt. Et vous savez comment elle a commencé? Non. Sous quel nom? Non. Elle se faisait appeler Raving George. Hein? Alors, on en a déduit qu'il fallait évidemment que toutes ces DJs... C'était par rapport à George Sand. Exactement. Mais c'est le même phénomène, en fait. Et je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais c'est intéressant que quelqu'un qui veut se faire un nom comme femme dans un milieu considéré comme macho prend un nom d'homme avec George dedans, comme George Sand à l'époque. Mais autant... elle l'a dit, elle explique qu'elle l'a pris un nom d'homme justement parce que c'était un petit peu macho et surtout elle voulait créer la surprise. Oui, oui, c'est clair. Bon, c'est clair, mais le rapport avec George Sand est assez évident aussi. Pour autant, je trouve que, évidemment, nous sommes tous, de par notre génération, des fans d'électro et de techno, c'est bien connu. Surtout Guillaume. Voilà. Et je pourrais citer aussi une autre Belge, Amélie Lance, qui se produit un peu partout en Europe.
C'est vrai que le monde de l'électro, le monde de la nuit est en général dominé par les hommes que l'on retrouve dans les organisateurs, les propriétaires de boîtes, etc. Pour autant, je trouve que c'est quand même un tout petit peu réducteur de dire que le monde de l'électro est macho. On peut dire ça pour l'ensemble de la musique. Vous savez, il y a une enquête qui a été publiée par un quotidien. C'est moins vrai pour la pop actuelle, oui, qui est quand même dominée par les femmes. Il y a eu une enquête. Beyoncé, Katy Perry, mais là, on Madonna, est dans les chanteuses. etc. On parle ici en général du monde dans son ensemble, de l'industrie musicale. Il y a une enquête qui a été menée en Grande-Bretagne et qui démontre que, globalement, dans le monde du rock-pop, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Pas mal. Sauf qu'elles occupent essentiellement les fonctions au bas de l'échelle et que toutes les fonctions dirigeantes sont occupées par des hommes. Donc c'est quand même un peu plus subtil. On pourrait prendre aussi la musique classique. Est-ce que vous connaissez beaucoup de chefs d'orchestre? Pour y citer de plus en plus. Les interprètes, Emmanuel Haïm, voilà, on la connaît. Il y en a quelques autres. Hein. On pourrait citer Marina Alsop, Simone Young, Nathalie Studman, etc. Et encore, je suis obligé de lire mes notes parce que ce ne sont pas nécessairement les plus connus. C'est un phénomène global. C'est vrai qu'il se manifeste aussi dans le monde de l'électro, mais on aurait tort, à mon avis, de tout focaliser sur et de dénoncer le machisme de ce monde-là, qui correspond à une situation que l'on retrouve ailleurs aussi. C'est pas pour ça qu'il faut l'excuser, mais il faut... Regardez ce plateau. Mais voilà. Alors justement, non mais effectivement, vous avez tout à fait raison, parce que pour en avoir discuté avec des femmes qui sont passionnées de musique électro et qui se battent justement Bien pour sûr. se faire entendre et pour qu'il y ait une visibilité des femmes, c'est ce qu'elles disent. Elles disent effectivement, l'électro, ça représente la société actuelle, c'est-à-dire que les femmes doivent se battre. Et en plus, maintenant, c'est mal pris, c'est-à-dire de défendre les femmes en disant il faut plus de DJ. Elles ne disent pas DJ, hein, elles n'aiment pas du tout le terme de DJ, que des DJ au féminin. Et alors, elles essayent de faire entendre parler d'elles, notamment Alice Cornelius. Elle a monté donc un projet qui s'appelle WMN, alors Women Multimedia Network, désolée pour le côté francophone, mais elle est DJ et elle se bat pour qu'on parle des femmes qui font de la musique électronique. Et elle explique que c'est pas nouveau, c'est-à-dire que autant on connaît les grands musiciens, les grands compositeurs en électro et en musique électro, autant les femmes on les connaît moins. Est-ce que vous connaissez Béatrice Ferreira ? C'est une compositrice argentine qui vit en France, qui a fait toute une carrière très importante. Alors, elle reconnaît, elle a 80 ans maintenant, et elle l'a interviewée, Alice Cornelius, et elle reconnaît qu'effectivement, bon, les hommes ont un peu pris le pas. Pareil avec Christine Groult, qui elle aussi a une carrière assez étoffée derrière elle. Elle a créé Polyphone, que je vous conseille d'aller voir sur Facebook, où là aussi, l'intérêt, c'est de mettre les femmes en avant parce qu'elles ne sont pas assez visibles. Et elle rappelle qu'en 2017, sur plus de 200 festivals qui ont lieu en Europe, donc 77% des DJ programmés étaient des hommes, 16% des femmes, et le reste, effectivement, c'était des groupes mixtes. Et que c'est compliqué pour elles de se faire connaître, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elles se mettent ensemble, surtout en Allemagne. Vous savez que la musique électro est très importante à Berlin, notamment, et elles font, effectivement, elles sont obligées de se mettre en réseau pour dire, on est des femmes. Et pour celles, je vais terminer là-dessus, parce qu'Alice Cornelius, on lui a dit, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui font de la musique électro, blablabla, blablabla. Et elle a fait une playlist sur SoundCloud qui a le nom de son projet, que je rappelle, WMN. Vous tapez sur SoundCloud WMN Paris, et là, il y a plus de 700 femmes DJ, donc je crois qu'elles existent. C'est bien qu'on en parle dans 300 millions de critiques. Voilà, je voudrais préciser une chose pour tous ceux qui pourraient croire, étant l'immaculée veste de notre ami, que cet objet n'est pas un bourdon que nous aurions amené ici ou une espèce de grosse bestiace, mais tout simplement ce qu'on appelle une bonnette dans notre métier, parce que nous sommes en train de faire une émission donc à l'extérieur et que ça protège du vent. Et donc il ne s'agit pas d'un insecte. Vous qui connaissez la musique électro, vous qui aimez la musique électro, est-ce que vous pensez que ce débat sur le féminisme, enfin, la présence des femmes moins dans la musique électro est un débat justifié? C'est un débat qui est justifié partout dans la société. Je pense que c'est la musique électro comme partout ailleurs. Mais ce qui est quand même particulier dans la musique électro, c'est que c'est une musique qui s'est souvent positionnée en tant qu'avant-garde. Et c'est quand même un peu ironique de voir que dans un monde qui veut détruire l'ancien monde et refaire de la musique et de l'art sur les ruines de l'ancien monde, finalement, on reproduit à peu de choses près les mêmes relations de pouvoir qui existaient auparavant. C'est comme en mai 68, en fait. D'une certaine manière. Oui. Mais en fait, le redoutable Germain. Mais vous savez que dans l'histoire de la musique électronique, si on remonte vraiment aux bases de la musique électronique, une des premières musiciennes de musique électronique, c'était Clara Rockmore, qui était la protégée de Léon Thérémine. 1928. Et cette femme-là a littéralement
créé beaucoup d'habitudes d'écoute de musique électronique parce qu'elle jouait, paraît-il, très, très bien du thérémine. Et donc, on se retrouve dans les années 70-80, la vraie naissance de la musique électro populaire, avec la naissance des clubs, ce qui se passe à Berlin, à Détroit, avec un monde qui est essentiellement masculin. Et les femmes, évidemment, là-dedans, elles ont la portion congrue. Mais je ne parle pas souvent de mon expérience personnelle, mais je peux vous dire que j'anime à Radio-Canada, à Montréal, une émission de culture numérique. Et je suis aussi réalisateur de cette émission-là. Et évidemment, la disparité dans le monde de la culture numérique, de la techno, des entreprises de techno, elle est énorme. Ouais. Et nous, à l'émission, on a décidé d'avoir la parité. On a décidé d'avoir 50 % d'invités femmes. Et c'est sûr que ça demande une certaine créativité parce que, par exemple, quand on est dans le domaine de la cybersécurité, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais pour que les choses changent, il faut que les femmes aient des modèles. Si les femmes n'ont pas de modèle, c'est sûr que... C'est ce que revendique la pop actuellement. Quand une femme ne naît pas en voyant pas... Quand une femme grandit en ne voyant pas des femmes derrière les platines, en ne voyant pas des femmes qui créent de la musique électronique, c'est très difficile de s'identifier. Ben oui, Michel. Oui, je répondrai après. En quoi est-ce que dans tous les domaines, ça prend des rôles? Il y a des femmes qui sont justement pas d'accord. Il y a des femmes qui sont justement pas d'accord avec ça parce qu'elles arguent du contraire, c'est-à-dire. J'écoutais une DJ monégasque qui s'appelle Jennifer Cardini, à qui on posait cette question. J'adore. Le concept de DJ monégasque est aussi magnifique. Mais qui est connu mondialement. Qui est connu mondialement, qui est d'origine monégasque, voilà, qui est quelqu'un qui a entre 40 et 50 ans et qui disait le problème des musiciennes de notre génération, c'est qu'on se retrouve avec des mecs qui... Alors d'abord, il y a des musiciennes. Elles existent, elles sont là. Il ne faut pas dire que... Justement, elles s'énervaient contre le fait de dire il faut qu'il y ait plus de musiciennes qui sont là, qui soient des role models en anglais ou qui soient des modèles de référence et autres, parce qu'elles disent elles sont là. Le problème, c'est qu'on ne nous donne pas la possibilité d'eux. Et qu'on ne nous donne pas la possibilité d'eux. Pourquoi? Parce que les garçons qui ont 40 et 50 ans, qui occupent la programmation et qui occupent la scène aujourd'hui, eux sont dans un système, et on leur revenait à l'éducation, où pour eux, tout est normal. C'est vraiment tout est normal. Ils ne se posent même pas la question de se dire... du modèle masculin. C'est ça, exactement. Mais c'est à eux d'ouvrir la porte, disait-elle, et de laisser la possibilité justement à des femmes musiciennes d'être plus souvent programmées et d'insuffler le réflexe chez eux d'ouvrir cette porte. Je vais me coller une claque à l'avance, Mathieu, je parle sous votre contrôle. La fête, pour simplifier, la fête à la Ibiza, les grands clubs où on joue de l'électro, c'est masculin, féminin. Mais la rêve de base, avec le type avec le t-shirt jusqu'ici qui vient de ranger son skate, c'est quand même un truc très masculin. Et ça, c'est du hip-hop. Oui, mais c'est parce que ça... Non, mais c'est parce que ça a toujours été comme ça. C'est comme dans le monde du rock, à partir du moment où Joan Jett a décidé qu'elle prenait la scène et qu'elle devenait une musicienne à part entière, à partir du moment où Kim Gordon décide qu'elle est une rockeuse... Christiane des Pretenders. Grace League de Jefferson Airplane. Il y a plein de femmes, par exemple, du mouvement Riot Girl dans les années 90 qui se sont réclamées de ces femmes-là. Il faut que tu puisses t'identifier à une personne qui a un rôle de pouvoir et c'est comme ça que les choses finissent par changer. Oui, mais c'est compliqué parce que ce sont les hommes qui sont à la manœuvre et pour l'instant, ils n'ont pas tellement envie d'ouvrir les vannes. C'est ce qu'on m'a expliqué. C'est important d'avoir des quotas. C'est important d'avoir Oui, mais alors là, ils ne veulent pas des quotas. Ce sera à nous de mettre en place ces quotas ou cette possibilité. Et j'ajouterais un truc qui est quand même, parce que Mathieu, tu en parlais tout à l'heure avec Clara Roquemort, il y a quand même un truc qui est assez paradoxal dans la musique électronique, c'est que si vous regardez l'histoire de la musique électronique, il y a beaucoup de femmes qui ont jalonné l'histoire de la musique électronique dès ses débuts. Laurie Anderson. Alors, ça, c'est les années 80. Mais même avant ça, il y a eu Suzanne Chani, il y a eu Paul... une claque. Non, mais... le bon élève, baf, prends-la. Années 80. Non, mais je sais pas, il y a Pauline Oliveros, il y a Bébé Baron, il y a, je sais pas, Suzanne Chani, par exemple, française. Il y a eu, dans les années 30, 40, 50, 60, il y a tout le temps eu des femmes qui étaient complètement intégrées à la musique électronique, qui travaillaient avec Schaeffer, qui travaillaient avec Cage, qui travaillaient avec ces gens-là. Donc elles ont existé, mais en même temps, elles n'ont jamais véritablement percé de telle manière à ce qu'elles deviennent une pierre angulaire ou quelque chose de référentiel dans le milieu.
Et d'où la nécessité, alors c'est deux façons de voir le problème, de se dire à nous, les hommes ou les hommes qui sont en place aujourd'hui, d'entrouvrir la porte afin justement qu'il y ait des femmes qui puissent devenir des modèles de référence. Voilà, interactivité. Charlotte de Witt fait un carton dans les festivals où elle se produit, comme le rapporte Amandine sur le tweet que vous pouvez lire à l'écran. Twitter et la page Facebook de l'émission attendent vos commentaires aux adresses qui s'affichent justement en bas de cet écran magnifique de 300 millions de critiques, bientôt 400 millions, 500 millions. Au moins. Sur l'antenne de TV5 Monde. Avant de nous quitter, évidemment, les coups de cœur. Nous allons commencer par vous, mon cher Michel. Très volontiers. Deux petits livres mais d'un seul auteur qui s'appelle Jean-François Billetter. C'est un sinologue et philosophe suisse passionné par la Chine qui a écrit passablement de bouquins sur la Chine. Il nous livre deux petits livres là, pour cette rentrée 2017. L'un sur sa rencontre avec celle qui allait devenir sa femme, Wen, en 1963, et les conséquences que ça aura sur la famille de cette dernière en Chine, et les difficultés aussi pour créer ce couple. Et l'autre, plus récent, sur la mort de Wen, c'était en 2012. Ce sont... En tout cas, pour le deuxième, une autre Aurélien que j'ai lu, c'est un livre sans pathos et qui est pourtant bouleversant parce qu'universel. C'est comme vous, dans votre image. Je ne pourrais pas me comparer à Jean-François Billetter, mais j'aimerais beaucoup avoir sa capacité d'écriture. C'est universel. Merci Mathieu. Jean-François Billetter, aux éditions Alia, c'est splendide. Mon cher Mathieu. On parlait de Godard tout à l'heure. J'aurais le goût de vous proposer un documentaire qui a été réalisé sur le passage de Godard en Abitibi. Ça s'appelle de mai en décembre. Et donc, c'est sur le site de l'Office national du film du Canada. Ça a été réalisé en l'an 2000. C'est vraiment une pièce, un bijou d'originalité sur un aspect peu connu de l'histoire québécoise et l'histoire du cinéma également, Godard en Abitibi. Voilà, je voudrais vous proposer à titre personnel Jean-Michel Guénassia, donc de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles. C'est l'histoire d'une famille dont le père est assez efféminé, mais contrairement aux apparences, justement, il aime profondément les femmes. C'est très humoristique. Voilà, j'y arrive et c'est un livre très drôle, très passionnant en même temps sur l'ambiguïté. Nicolas Destienne-Dorve. Très bon romancier, La gloire des maudits chez Albin Michel. Alors ça nous ramène à la conversation que nous avions évoquée la dernière fois sur l'occupation. C'est un roman sur l'après-guerre sordide. En France, évidemment, l'après-guerre, des règlements de compte. Durant l'après-guerre. Voilà, durant l'après-guerre. Que vous pouvez imaginer Nicolas Destienne-Dorve. Ma chère Estelle. Beaucoup plus léger, le deuxième tome des aventures de Momo. Alors, rien à voir avec Mohamed Kassi, notre présentateur de 64 minutes. Non, Momo est une petite fille de 5 ans qui a une vie un petit peu compliquée parce que son papa est parti, puisqu'il est marin-pêcheur. Elle est élevée par sa grand-mère. C'est très touchant. C'est aux éditions Casterman. C'est français, même si vous voyez bien que, effectivement, la veine, enfin, en tout cas, l'influence est japonaise. Des mangas, Miyazaki, voilà, je vous le conseille vraiment, Jonathan Garnier et Ronnie Autin, Momo, c'est vraiment très touchant et elle est très attachante, cette petite fille. Allez, on termine avec Alain Gerlache. Eh bien, toujours dans les cultures émergentes, une expérience assez intéressante qui est menée au musée BPS 22 à Charleroi. Ce sont des riders qui peuvent déambuler, faire leur figure au milieu de sculptures modulaires. Ça a été créé par un plasticien français qui s'appelle Raphaël Zarka et c'est la rencontre entre la sculpture et l'art du skate. Ça s'appelle Riding Modern Art. Alors même si vous n'allez pas voir l'exposition, je trouve qu'elle est significative d'une volonté de casser les codes et les barrières et je trouve ça bien. Voilà, c'est réussi. C'est la même chose qu'au Palais de Tokyo à Paris. Vous avez le musée art moderne de la ville de Paris, le Palais de Tokyo est au milieu. Vous avez tous les skateurs car c'est un des grands endroits du skate à Paris. Merci à tous, merci mes camarades. Je suis ravi de vous retrouver donc et nous nous retrouvons la semaine prochaine, nous pour 300 millions de critiques. Nous sommes à la Fondation Vuitton et voici de la musique électro et féminine.